Bonjour à tous, je vais vous présenter une étude in vitro qui compare les performances optiques du Ray 1 EMV avec un implant sphérique, le Ray 1 sphérique. Tout d'abord, un petit rappel sur les implants sphériques. Les lentilles sphériques biconvexes sont composées de deux surfaces sphériques qui sont en fait deux portions de sphère présentant une aspéricité nulle. Ces surfaces sphériques engendrent des aberrations sphériques positives, c'est-à-dire que les rayons lumineux provenant de l'infini sont davantage déviés en périphérique qu'au centre de la lentille. Il est important de noter que l'aberration sphérique positive induite par un implant sphérique dépend de sa puissance. Par exemple, un implant de 10 dioptries induit peu d'aberrations sphériques positives, alors qu'un implant de 30 dioptries en induit beaucoup plus. Historiquement, les implants sphériques, étant les premiers modèles introduits sur le marché, ont montré leurs limites en termes de rendement de contraste, particulièrement dans les conditions mésopiques. C'est dans ce contexte qu'il y a 20 ans, les implants asphériques ont été introduits, présentant une amélioration des implants sphériques en offrant un meilleur contraste sous ces mêmes conditions mésopiques. En 2020, Rayner a lancé un nouveau concept, l'EMV, une lentille monofocale asphérique, conçue pour offrir une meilleure profondeur de champ et induisant elle aussi des aberrations sphériques positives, de la même façon que les implants sphériques. L'EMV possède une zone centrale qui présente des aberrations sphériques positives élevées et une périphérie asphérique qui, selon le fabricant, permet de maintenir une bonne sensibilité au contraste et une bonne acuité visuelle dans des conditions mésopiques, contrairement aux implants sphériques. L'objectif de cette étude est de réaliser une comparaison in vitro de la qualité optique de l'EMV et d'une lentille sphérique afin de déterminer si l'EMV offre réellement un avantage par rapport aux implants sphériques. Pour cela, nous avons utilisé le Nimotempo, un interféromètre pour lentilles intraoculaires in vitro, 3 lentilles de puissance 10-20-30 pour chaque modèle, et nous avons simulé différents modèles d'yeux avec un large spectre de pupilles et d'aberrations sphériques cornéennes pour présenter les cornées normales, cornées post-lasiques myopiques et post-lasiques hyperopiques. Nous avons pu déterminer la fonction de transfert de modulation, ou FTM, pour chaque lentille. Ensuite, nous avons défini la FTM maximale correspondant au meilleur contraste. Et nous avons également évalué la profondeur de champ que nous avons définie comme la moitié de la largeur du pic de la FTM. Par la suite, nous avons créé des graphiques de surface 3D, comme Maria a montré précédemment, représentant chacune des métriques. Et vous pouvez voir ici, par exemple, la FTM max du Ray 1 sphérique de 10 dioptries, pour chaque ouverture de pupille et chaque aberration sphérique cornéenne. Dans ces graphiques, le bleu représente un excellent contraste, tandis que le rouge et le gris indiquent de faibles contrastes. Nous pouvons diviser ce graphe en 3 sections pour représenter les différents types de cornées. En haut, les cornées post-lasiques myopiques qui tendent à présenter des aberrations sphériques positives élevées. Le milieu du graphe encadré en noir illustre les cornées normales. Et enfin, en bas, nous avons les cornées post-lasiques hyperopiques caractérisées par des aberrations sphériques négatives. Ici, nous voyons 9 graphiques représentant la FTF maximale. À gauche, vous pouvez voir les graphiques pour le Ray 1 EMV. Au milieu, ceux du Ray 1 sphérique. Et à droite, la différence entre les deux graphiques, et cela pour chaque puissance d'implant 10-20-30. Si nous examinons les graphiques de différence, le rouge indiquant les situations où le EMV a un moins bon contraste que le sphérique, tandis que le vert et le bleu montrent où l'EMV est supérieur au sphérique, nous constatons que pour des implants de 10 à 20 dioptries, l'EMV offre un meilleur contraste pour les grandes pupilles supérieures à 5 mm, mais un contraste moins bon pour les pupilles de taille moyenne. En revanche, pour l'implant EMV de 30 dioptries, nous constatons que ce dernier offre un contraste nettement meilleur sur presque toutes les tailles de pupilles. Au niveau de la profondeur de champ, nous examinons les mêmes graphiques, mais pour cette fois pour la profondeur de champ, et nous voyons que pour les implants de 10 et 20 dioptries, l'EMV offre une meilleure profondeur de champ. Et concernant l'implant de 30 dioptries, bien que nous observons des fluctuations, il n'y a pas de perte significative de profondeur de champ, ni d'amélioration. Si nous portons maintenant, pour faire court, en conclusion, nous pouvons faire la même chose en examinant le haut des graphes et le bas des graphes pour les post-lasiques myopiques et post-lasiques hyperopiques, et je vais arriver aux conclusions. Donc pour une cornée normale, l'EMV de 30 dioptries présente un meilleur contraste que le Ray 1 sphérique, tout en offrant une profondeur de champ similaire, ce qui en fait potentiellement une meilleure option. Le MV de 10 et 20 dioptries offre un meilleur contraste pour de grandes pupilles supérieures à 5 mm, mais présente un contraste réduit et une profondeur de champ accrue pour les pupilles de taille moyenne.
Et pour les cornées post-lasiques myopiques, les performances des implants sphériques et de l'EMV sont faibles. Et quant aux cornées post-lasiques hyperopiques, tant les implants sphériques que l'EMV présentent un excellent contraste, mais avec une profondeur de champ réduite. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup.